Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. Une centaine de militants enthousiastes a accueilli Marine Le Pen à son arrivée en Guadeloupe samedi. Les soignants morts sur le front de l'épidémie de Covid-19 bénéficient désormais de la distinction « Mort pour le service de la République ». Votre sondage, bientôt les élections présidentielles. Selon vous, que faut-il demander pour la Martinique au président qui sera élu ? Et votre savoir et réfléchir s'intitule ce soir « Joe Biden s'est trahi en Pologne ». Le savez-vous, un cœur en bonne santé bat entre 60 et 100 fois par minute. Si le vôtre bat plus vite, vous souffrez de tachycardie. Cela signifie qu'il n'est plus capable de pomper le sang efficacement. L'air aujourd'hui, tout comme demain, est moyen. Samedi après-midi, à l'hôtel La Batelière, Fred, Michel, Thiraud et Nausicaa Niasme, les frères ennemis qui se déchirent au sein du parti Les Républicains en Martinique, se sont retrouvés à la même tribune. C'était aux côtés de Christian Jacob, le président du parti, venu défendre la candidature de Valérie Pécresse. On notera que cette dernière est la seule de tous les candidats à parler d'une loi de programmation. Afin de développer des synergies et d'impulser une dynamique nouvelle dans le domaine du logement et de l'emploi en Martinique, Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique, Alain Corridon et Éric Picot, président et vice-président du comité territorial d'Action Logement Martinique, ont signé une convention cadre régissant les projets structurants communs de la CTM et d'Action Logement. Était également présent Audrey Talley-Bardol, conseillère exécutive en charge des solidarités, Bruno Arcadipane, président d'Action Logement Groupe, et Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement Groupe. C'était le vendredi 25 mars à 16h à l'hôtel de la CTM à Cluny. Cette convention définit de façon opérationnelle les axes stratégiques partagés liés au volet logement du plan de relance CTM, sur lesquels des investissements et des dispositifs d'accompagnement bénéficieront du soutien d'Action Logement. Les axes définis sont les suivants: accroître l'offre en accession sociale à la propriété, favoriser les démarches d'amélioration de l'habitat, accompagner la production de solutions d'hébergement des jeunes et leur insertion, innover et promouvoir l'habitat de demain, communiquer à l'échelle du territoire. Action Logement et la CTM sont deux acteurs majeurs de la politique du logement en Martinique. Ils s'engagent aujourd'hui à faire évoluer et à adapter de façon concertée leurs dispositifs respectifs pour mieux atteindre les objectifs communs précités. Pour l'heure, on observera surtout que les constructeurs de logements sont extrêmement inquiets par la véritable envolée des prix des matières premières. Acier, aluminium, bois ont augmenté parfois de 100%, ce qui met en péril de nombreux projets de construction et même des projets déjà en cours. Les professionnels du secteur vont demander à la CTM de baisser l'octroi de mer perçu sur ces produits. Christiane Delaney-Clara était en Martinique vendredi dernier. Christiane Delaney-Clara est la représentante dans notre région de Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Elle réside en Guadeloupe. C'est également vendredi dernier qu'est arrivé le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, venu soutenir Valérie Pécresse. Il a tenu une grande réunion publique samedi à 16h à l'hôtel La Batelière avant de s'envoler pour la Guyane. Le célèbre groupe de gospel Total Prize, quoique déjà fort, de près d'une centaine de membres, continue de recruter. Il a donc organisé un concours ce week-end auquel ont participé 12 chanteurs et chanteuses.
La police recherche activement qui a pu lancer un liquide corrosif au visage de plusieurs vigiles qui contrôlaient l'identité des syndicalistes. Des syndicalistes qui avaient rendez-vous avec le directeur de l'hôpital Pierre Zobda-Kitzmann. L'intersyndicale affirme n'avoir rien à voir dans cette affaire. Elle regrette cet incident, mais elle regrette également le comportement qu'ont eu parfois certains vigiles dans l'accomplissement de leur mission au CHU. Deux ministres de la République, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, ont signé un communiqué commun pour condamner, citons-les, l'agression lâche et violente dont ont été victimes les agents de sécurité du CHU de la Martinique. La CDMT et FO ont également regretté cette agression. Notons que deux des vigiles touchés au visage par ce liquide corrosif risquent de perdre la vue. Accueillir les sans-abri avec leurs animaux, est-ce possible, voire souhaitable ? Rares sont les structures d'hébergement qui acceptent les personnes et leurs animaux de compagnie. Et quand elles le font, le plus souvent les conditions sont telles que les personnes préfèrent ou doivent renoncer à y rentrer et rester à la rue. Pourtant, à Avignon, toutes les structures d'accueil et d'hébergement de l'association Habitat Alternatif Social accueillent les personnes en errance ayant des animaux. De fait, l'animal, en particulier le chien, remplit pour son maître une fonction affective, rassurante aussi face aux dangers de la rue. Souvent, l'animal est également le seul lien social qu'entretient son maître et c'est lui qui lui permet de ne pas complètement perdre pied. D'autant que les personnes considèrent souvent leur animal comme un enfant dont l'alimentation et les soins sont une priorité. Bien entendu, la présence d'animaux en structure d'accueil exige que les personnes soient responsables de leur animal. La chambre des personnes accueillies dans des structures d'hébergement est un espace privé. Elles en ont la clé et peuvent y laisser leur animal pendant le repas ou leur douche. Mais dans les parties communes, elles doivent le tenir en laisse et certaines catégories de chiens doivent être muselés. Partout où cette possibilité existe, on constate que les personnes prennent grand soin de leur animal et le gèrent très bien. Beaucoup tiennent à acheter elles-mêmes des croquettes plutôt que d'accepter celles qui sont offertes par la structure ou les médicaments vétérinaires fournis gratuitement par des associations. Selon les professionnels favorables à cette solution, en refusant les animaux, les structures d'accompagnement se privent d'un moyen d'entrer en relation avec les personnes, voire de les entraîner dans un parcours d'insertion. En effet, choisir d'intégrer une structure d'accueil avec son animal, c'est aussi, d'une certaine façon, accepter de l'aide pour prendre soin de l'animal. Du coup, les personnes acceptent parfois plus volontiers de prendre soin d'elles-mêmes et de s'inscrire dans un parcours d'insertion. Dans des cas de figure, on parle alors de médiation animale. C'est une altercation entre deux femmes au Terre-Saint-Ville qui a entraîné l'intervention de plusieurs hommes. Les choses ont rapidement dégénéré. Un homme de 23 ans a été tué de 3 balles et 2 autres personnes ont été blessées également par balle. C'était dans la nuit de vendredi à samedi vers 2 h du matin à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la rue Émile Zola. Au Gros-Morne, c'est au couteau que 2 hommes se sont affrontés dans la nuit de vendredi à samedi vers 23 h 30. L'un d'entre eux a été transporté à l'hôpital de Trinité. L'autre a été transporté à Pierre Zobda-Kitzmann. Quantifier les discriminations raciales demeure un sujet tabou pour les pouvoirs publics en France. Un testing réalisé par l'association SOS Racisme auprès d'un panel de 69 agences d'intérim franciliennes dans le domaine du BTP révèle que 45% d'entre elles acceptent de discriminer les travailleurs étrangers ou de type non européen. Pourtant, l'État refuse toujours de prendre en compte l'origine ethnique des personnes puisque l'universalisme républicain veut qu'on ne fasse pas de différence entre les individus. A contrario, les Britanniques sont dans une logique multiculturaliste et n'hésitent pas à utiliser la notion de race pour lutter contre les inégalités raciales. Les statistiques ethniques sont utilisées depuis le recensement de 1991 pour mesurer les discriminations raciales, notamment dans les institutions publiques comme l'école, la police ou la justice. Ces différences de cadrage entre la France et le Royaume-Uni se reflètent dans la façon dont les personnes concernées dénoncent leurs expériences de discrimination.
Les Britanniques diplômés du supérieur, originaires d'Afrique subsaharienne, parlent très spontanément de leurs expériences discriminatoires, estimant qu'elles touchent la population noire britannique dans son ensemble. Ils appréhendent ces vécus comme un problème public, structurel, puisqu'ils disposent de chiffres qui apportent les preuves du caractère généralisé du problème, le concept de racisme institutionnel étant explicitement reconnu, c'est donc aux politiques d'y apporter des solutions. Les Français diplômés noirs interrogés sur le sujet sont souvent plus hésitants à rapporter des expériences discriminatoires ou à identifier une injustice comme relevant d'une discrimination raciale. Beaucoup ont tendance à minimiser ou à banaliser les attitudes discriminatoires et à les percevoir comme étant le fruit de préjugés individuels, donc comme étant ponctuels et isolés. Ils ont du mal à envisager les discriminations comme un phénomène structurel, comme l'expression d'un racisme institutionnel. Il arrive cependant qu'en France, les discriminations fassent l'objet d'une dénonciation collective, mais seulement dans certains cas de figure, dans le domaine de l'emploi par exemple, puisque les pouvoirs publics ont donné à ce secteur la priorité dans la lutte contre les discriminations et on dispose de quelques données chiffrées sur le sujet. Contrairement à ce que nous avions annoncé, la Martiniquaise Valérie Delpine n'était pas pilote, mais copilote du Diamant, l'Airbus A320 d'Air France qui a atterri à Fort-de-France vendredi en provenance de la Guadeloupe. C'était le jour de son anniversaire. Les soignants morts sur le front de l'épidémie de Covid-19 bénéficient désormais de la distinction mort pour le service de la République, comme celle qui existe pour les forces de l'ordre ou les militaires. La mesure a été annoncée ce samedi 26 mars au journal officiel. C'est la 3e mention qui existe à ce jour après mort pour la France, réservée aux militaires morts au combat, et mort pour le service de la nation, qui concerne les personnels assurant des missions de sécurité. Les professionnels de santé et les agents publics décédés entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022 pourront donc désormais bénéficier de la distinction « Mort pour le service de la République ». Elle permettra aux enfants des défunts de bénéficier du statut de pupille de la nation et d'obtenir un accès facilité aux bourses de l'éducation nationale, d'une protection matérielle et morale de l'État jusqu'à leurs 21 ans et d'un régime fiscal plus favorable concernant la succession. Le président de la République, Emmanuel Macron, a notamment déclaré, citons-le, « Je souhaite que nous donnions à notre reconnaissance un ancrage solide dans la loi, que l'on accorde aux agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles au service du bien commun un statut spécifique, celui de mort pour le service de la République, qui permette à leurs fils, leurs filles, de devenir des pupilles de la République et de bénéficier ainsi d'un soutien matériel et moral pour les aider à se relever. » Fin de citation. Une centaine de militants enthousiastes a accueilli Marine Le Pen à son arrivée en Guadeloupe samedi. Le mouvement Alliance nationale Guadeloupe, hostile, lui, à la présence de la présidente du Rassemblement national en Guadeloupe, n'était pas présent pour ne pas avoir à affronter les 200 gendarmes mobilisés pour protéger la candidate. Mais cette dernière n'a pas pu visiter une usine comme elle projetait de le faire. Cette usine était fermée par le fait de manifestants. Une trentaine de manifestants l'ont également empêchée de participer aux émissions de télévision et de radio qu'elle avait prévues. Elle a dû être exfiltrée par ses gardes du corps d'un plateau de télévision. Marine Le Pen a tout de même pu indiquer que si elle est élue présidente, elle créerait un ministère d'État aux Outre-mer. Elle a également affirmé qu'elle ferait des Outre-mer la base du grand projet que la France doit avoir pour la mer. Elle a annoncé également qu'elle supprimerait l'octroi de mer dès son arrivée au pouvoir. Emmanuel Macron a condamné les agressions dont a été victime Marine Le Pen en Guadeloupe. Notons que l'une de ces agressions a été diffusée en direct sur France 3. C'est un miracle digne des évangiles. 3 hommes qui ne pouvaient ni bouger ni même sentir leurs jambes sont de nouveau capables de marcher. Ces patients paraplégiques peuvent se déplacer via un implant constitué d'une quinzaine d'électrodes stimulant électriquement plusieurs zones de leur moelle épinière. Mais ici, il ne s'agit pas de miracle, mais de science. Le neuroscientifique français
Grégoire Courtine, est à l'origine de cette révolution qui pourrait changer la vie de nombreux paralyptiques cette année. Cette année, les patients opérés ont pu faire bien plus que quelques pas. Au bout de 5 mois de rééducation, l'un des patients a ainsi pu marcher pendant 1 kilomètre. Des électrodes plus longues et plus grandes que celles utilisées auparavant permettent d'accéder à plus de muscles. De plus, grâce à des logiciels ayant recours à l'intelligence artificielle, les impulsions électriques sont cette fois bien plus précises et correspondent mieux à chaque mouvement. Une société travaille à la commercialisation de la technologie de restauration de la mobilité développée par les 2 chercheurs et leur équipe. Encore quelques années et les progrès pourront certainement bénéficier au plus grand nombre. 7 millions d'individus à travers le monde souffrent de lésions de la moelle épinière, dont 650 000 en Europe et aux États-Unis. Pour l'instant, cette stimulation électrique demeure encore temporaire. La maintenir en permanence épuiserait l'organisme du patient. De même, une fois éteinte, elle n'a pas d'effet durable, mais pouvoir y avoir recours, ne serait-ce que quelques heures par jour, a déjà métamorphosé la vie quotidienne des premiers patients. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.